Le côté bio, souvent, va coûter plus cher parce que c'est pas les mêmes modes de production, pas les mêmes modes de transport. Enfin, il y a plein de choses qui interviennent. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, puisque en fait, nous, les alternatives qu'on propose, ou en tout cas ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que c'est une consommation alternative. Donc ça veut dire consommer autrement. Donc c'est pas juste prendre les mêmes produits et acheter les mêmes produits en bio. C'est utiliser plus de produits bruts, c'est faire plus de choses soi-même, c'est moins de produits transformés, c'est plein de choses comme ça. Et quand tu fais ça, finalement, l'addition est pas forcément plus importante. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous parlons consommation éco-responsable et produits bio, vente en ligne et marketplace. J'ai le plaisir de recevoir pour la seconde fois Romain Roy. Romain est le fondateur SEO de Greenwiz, leader français des produits bio sur Internet. Lancé en 2008, Greenwiz propose des produits pour la maison. Pionnier sur son marché, la start-up a très vite grandi. Après les produits secs, elle ouvre la catégorie des produits frais. En 2016, un partenaire industriel rejoint l'aventure Carrefour tout en restant indépendant. Greenwiz profite du savoir-faire du groupe, entre autres sur les fonctions support. En bon spécialiste numéro 1 des ventes de produits bio en ligne, garde la main sur son offre. Les produits disponibles sont issus de son processus de sélection. En 2018 et 2019, Greenwiz rachète le leader en Espagne et en Italie et se rapproche ainsi des producteurs. En 2021, le site passe une nouvelle étape et devient une marketplace en s'ouvrant à des vendeurs tiers. Avant de revenir sur tous ces points, nous profiterons de l'expertise de Romain pour parler du marché du bio. Il semblerait que celui-ci voit sa croissance moins robuste qu'avant. Alors qu'est-ce que les consommateurs recherchent aujourd'hui? Quelles sont les tendances de marché? Nous poursuivrons en cherchant à comprendre comment Greenwiz adresse son propre marché et nous conclurons par les habituels sujets de la relation client-marque. Mais avant de commencer, Romain, pourrais-tu te représenter en quelques mots? Salut Cyril, d'abord merci de me recevoir à nouveau, j'espère que tu vas bien dans le contexte un peu agité dans lequel on évolue. Voilà. Tant mieux. Donc écoute, moi je me représentais donc Romain, tu as déjà présenté quand même pas mal Greenwiz, donc moi j'ai 48 ans, tu me poses heureusement je t'ai posé la question tout à l'heure, voilà. Tu savais plus quel âge tu avais. C'est ça exactement, j'avais oublié, j'ai tendance à oublier, plus je me rapproche des 50, plus j'oublie mon âge, c'est marrant. Donc 48 ans, 4 enfants, écoute j'habite sur les bords du lac d'Annecy, là où se trouve le siège de Greenwiz, et donc je dirige Greenwiz depuis, comme tu l'as mentionné, 2008. Rappelle-nous, parce qu'effectivement, tu l'avais déjà expliqué, mais peut-être que des auditeurs nouveaux n'ont pas encore écouté le podcast sur lequel tu es passé, l'épisode sur lequel tu es passé il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Tu es un ingénieur, tu es un commercial, tu es un gestionnaire, tu es un financier. C'est quoi ton background académique? Académique, ingénieur central Supélec. À l'époque, je savais pas si je voulais faire du business ou de la recherche, donc j'ai fait un DEA de physique quantique aussi à la fin. Et puis finalement, j'ai été rattrapé par le boom de l'internet et j'ai fini par travailler chez un opérateur IP français qui s'appelait ISDNet à la fin des années 90. Puis ensuite, j'ai enchaîné une première expérience entrepreneuriale en 2003 jusqu'en 2007. Et puis ensuite, un an de césure, entre guillemets, et puis Greenwiz depuis 2008. Donc finalement, assez peu d'expérience en nombre. Ouais, et alors ce qui est drôle, c'est que tu dis que physique quantique. Oui. De passer de la physique quantique au bio sur les bords du lac d'Annecy, c'est le grand écart. C'est génial.
C'est le grand écart, je sais pas. Tu sais, a priori, c'est le grand écart. Quand t'es jeune, tu sais pas encore ce que tu veux mais faire. T'es encore jeune. Moi, c'est un sujet qui m'intéressait. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que par contre, c'est un sujet qui revient beaucoup à la mode, puisqu'avec l'ordinateur quantique, c'est des sujets. Tu vois, ça me permet de temps en temps d'essayer de lire un article sur l'ordinateur quantique. Donc, je comprends pas tout, évidemment, parce que c'est très compliqué, mais au moins, je comprends 10%. Quoi. Donc voilà, tu vois, comme quoi ces études n'ont pas servi à rien. Ça veut dire qu'un gars comme moi doit comprendre 0,1%. C'est compliqué, c'est compliqué. Greenwiz, tu lances ça donc il y a maintenant 14 ans, quelque chose comme ça, c'est ça? Voilà, le temps passe. Le temps passe. Raconte-nous quand même la motivation qui a été la tienne à lancer Greenwiz. Alors, effectivement, c'est des sujets qu'on avait quand même beaucoup débattu la première fois. Mais bon, je te le rappelle quand même. En fait, moi, je sortais encore une fois d'une première expérience entrepreneuriale que j'avais adoré le côté entrepreneur. Donc, je me disais, c'est ce que je veux faire plus tard. Mais il y avait deux choses qui m'intéressaient. C'était le e-commerce que j'avais fréquenté sans être dedans, en fait, à l'époque où j'étais chez l'opérateur IP français. Et puis la volonté quand même de faire quelque chose qui ait un impact, de faire quelque chose qui soit dans le green, ou en tout cas je commençais déjà à être assez conscient des thématiques environnementales et j'avais envie d'essayer de concilier cette volonté d'être entrepreneur, de faire du business, mais aussi de faire quelque chose qui ait du sens. Et donc c'est ça qui est un peu à la base de Greenwiz. Tu l'as lancé quand tu étais à Annecy ou tu l'as lancé ailleurs? Non, d'ailleurs je l'ai pas, on l'a lancé puisque je l'ai fait avec un ancien camarade de lycée qui s'appelait Karl. On l'a lancé à Paris au démarrage en 2008, mais au bout d'un an on a tout déménagé sur les bords du lac d'Annecy à Saint-Jean-Riou, là où on se trouve aujourd'hui encore. Ouais. Aujourd'hui Greenwiz, ça représente quoi, je sais pas, en termes d'infrastructure logistique, de people, de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, donne-nous un peu la carte d'identité actuelle. Tu sais qu'on est toujours un peu sur les chiffres. On fait partie d'un groupe coté, donc on est toujours un peu limité. Mais il y a quelques chiffres sur lesquels on a communiqué dans le passé, donc je peux te les répéter. On a passé la barre symbolique des 100 millions de chiffre d'affaires en 2020. Aujourd'hui, on est 250 dans le groupe au total, dont à peu près une centaine de personnes en France et le reste dispatché entre nos 3 géographies à l'extérieur de la France, que sont l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Ok. Et en termes de référence, j'avais retenu 30 000. Est-ce que ça a augmenté en dehors des sujets de marketplace? T'avais retenu 30 000 parce que t'es sympa. Parce qu'en fait, c'était 15 000, mais t'as multiplié par 2, mais c'est bien. Donc, c'était 15 000 offres dans notre offre retail, donc dans l'offre qu'on gère en propre, pour laquelle les produits sont stockés dans nos entrepôts. Et aujourd'hui, avec le développement de la marketplace, dont on reparlera, si j'ai bien compris, on est aujourd'hui à peu près déjà à 125 130 000 références sur le site. D'accord. Le métier historique, il est toujours là. Est-ce que c'est forcément la vente de produits bio secs, puis le frais? Alors, je me souviens que la conversation qu'on avait eue, tu nous avais expliqué qu'effectivement, en termes logistiques, c'est pas du tout la même chose de vendre des produits secs et des produits frais, puisque la conservation des produits frais impose des conditions de stockage beaucoup plus drastiques, et tout le monde le comprend. C'est toujours... les métiers historiques importants en termes de volume de vente, ces catégories? C'est très important. Et figure-toi que le frais est, par exemple, l'année dernière, la catégorie qui a fait le plus de croissance. Donc, c'est vraiment le frais se développe beaucoup chez nous. Ça a mis un petit peu de temps à partir au démarrage, mais on a insisté, on a étoffé l'offre et il semblerait qu'on ait atteint la taille minimale d'offre pour être présent sur ce marché, ou la qualité minimale d'offre, je ne sais pas, pour être présent sur ce marché, mais en tout cas, ça fait 2 ans maintenant que les taux de croissance sur le frais sont très importants et par ailleurs, nos clients sur le frais sont extrêmement fidèles puisque c'est des clients, tu le devines, qui ont tendance à venir racheter plus souvent que les autres. Ouais, on va revenir sur tous ces enjeux, la façon avec laquelle vous adressez le marché, c'est-à-dire, il y a plein de questions qui me viennent sur la livraison du frais, par exemple, comment on fait. Avant qu'on aille sur cette façon d'adresser le marché, revenons quelques instants et peut-être même un peu plus sur le marché, puisque c'est quand même important de comprendre le marché. En préambule, tu me le disais, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a le Covid qui est passé par là. En introduction, je te partageais l'information qu'on peut lire un peu partout, selon laquelle le marché du bio n'a pas la croissance qu'elle a eu dans les années antérieures, voire peut-être même régresse. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai. Tu vas me dire comment toi, en tant que spécialiste de ce marché, tu perçois les choses. Quels sont les changements qui se sont opérés? Est-ce qu'on est sur un plateau avant de repartir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les consommateurs attendent? Alors d'abord, ce que tu dis est vrai. C'est le constat, en tout cas, sur le fait que la croissance du marché bio s'essouffle.
C'est vrai, je le regrette d'ailleurs, hein, parce que je suis toujours totalement persuadé que l'avenir, c'est le bio, hein, notamment dans l'alimentaire, et qu'il faut vraiment que ce soit un mode de production qui se généralise, parce qu'il y a des impacts sur l'environnement qui sont considérables quand on produit en conventionnel, entre guillemets, ou de manière industrielle. Donc d'abord, je le regrette. Ensuite, les explications, écoute, c'est compliqué de donner des explications qui soient parfaites, dont on soit sûr qu'elles sont absolument justes. Moi, je vois 2 grands facteurs, peut-être 3. Le premier facteur, c'est que il y a quand même, qu'on le veuille ou non, un réel problème de pouvoir d'achat aujourd'hui, qui s'est installé depuis la pandémie, la crise économique qui en a suivi. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat est un élément vraiment essentiel de la situation économique, et malgré tout, malgré les efforts qu'on peut tous faire dans ce domaine-là, c'est encore un mode de consommation qui au moins est perçu comme étant plus cher qu'une alimentation conventionnelle, entre guillemets. Donc ça joue forcément sur l'appétence des clients pour ces rayons-là ou pour ce type de magasin. Je pense que c'est une explication. Ça veut dire que la croissance était tirée par des consommateurs nouveaux du bio et qui s'en désintéressent, c'est-à-dire quelque part le consommateur bio à l'origine était plutôt dans les CSP+, enfin des gens avec des pouvoirs d'achat assez élevés. Et j'ai l'impression, et ça c'est plus un sentiment, si j'ai pas de chiffres, tu vas me dire si je me trompe ou pas, qu'il y a eu un élargissement de la base de consommateurs, c'est-à-dire qu'on a touché des consommateurs qui, à l'origine, n'étaient pas forcément économiquement cibles, mais la distribution, les distributeurs, les producteurs ont permis de rendre accessible plus de produits bio à un plus grand nombre, et que c'est peut-être l'élargissement de cette base-là, c'est-à-dire ces nouveaux consommateurs qui, aujourd'hui, se désintéressent. Je sais pas, honnêtement, c'est difficile sans études à l'appui de faire des conclusions comme ça. Il y a un point sur lequel je veux revenir qui me semble important, c'est pour ça que je te disais que c'est une consommation qui est perçue comme étant plus chère, parce que nous, on défend ça depuis très longtemps. Si les gens font des comparaisons entre une consommation conventionnelle et une consommation bio, en prenant exactement les mêmes produits et en regardant le côté pas bio, côté bio, qu'est-ce qui coûte le plus cher, évidemment, le côté bio souvent va coûter plus cher parce que c'est pas les mêmes modes de production, pas les mêmes modes de transport, enfin il y a plein de choses qui interviennent. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, puisque en fait nous les alternatives qu'on propose, ou en tout cas ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que c'est une consommation alternative, donc ça veut dire consommer autrement. Donc c'est pas juste prendre les mêmes produits et acheter les mêmes produits en bio, c'est utiliser plus de produits bruts, c'est faire plus de choses soi-même, c'est moins de produits transformés, c'est plein de choses comme ça. Et quand tu fais ça, finalement l'addition est pas forcément plus importante. Donc je crois que c'est surtout un problème de perception. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que en fait tu proposes à tes consommateurs, en fait, finalement, la philosophie avec laquelle tu envisages le bio, c'est de dire non seulement il va falloir acheter des produits qui sont plus sains, qui sont plus éco-responsables, mais aussi changer votre manière de consommer, c'est-à-dire n'achetez plus des plats tout préparés, préparez vous-même. D'ailleurs, on voit bien que c'est une tendance de fond. L'attrait aussi que les consommateurs ont pour la préparation de produits et fait maison. Donc toi, en fait, ce que tu es en train de dire, finalement, en participant à l'ensemble de cette espèce de chaîne de préparation autour de la nourriture, oui, effectivement, un produit de façon unitaire va coûter plus cher. Un concombre bio coûtera plus cher un concombre standard, comme on dit, non bio, conventionnel. Voilà, je crois que c'est le mot que tu utilises. En revanche, si vous changez l'ensemble de la chaîne de production de repas, là, vous allez vous y retrouver. Oui, alors avec 2 petites précisions d'abord, mais qui sont importantes pour moi. La première, c'est que tu utilises l'impératif quand tu décris ce que je dis aux clients, ce qu'on fait pas nous, parce que justement, on se pose pas du tout en dedans de leçons. Donc c'est pour ça que je te parlais de propositions d'alternatives. T'as raison de me corriger. On essaye de montrer qu'il existe d'autres façons de consommer, etc., mais sans évidemment ni culpabiliser ni imposer des choses. Premier point. Deuxième point, je reviens à ce que tu disais au tout début de l'analyse sur le bio. Si je te précise cet aspect sur le côté que c'est une perception du fait que ça coûte plus cher une consommation bio, c'est parce que je suis pas complètement d'accord sur ton analyse. Je pense que dans les consommateurs du bio, il n'y avait pas que des CSP+, et qu'il y avait aussi toute une catégorie de gens très engagés
qui avait justement une consommation alternative, entre guillemets, hein, sans que ça fasse... voilà, et qui n'étaient pas forcément des CSP+. Maintenant, par rapport à l'érosion de la croissance du bio, il y a un deuxième facteur qui est capital. Ouais. C'est aussi qu'il y a eu une multiplication de labels qui sont venus tromper, entre guillemets, le consommateur, haute valeur environnementale, je sais pas, il y en a des dizaines, et qui sont venus semer le trouble un peu et le doute dans l'esprit du consommateur. Et si tu veux, aujourd'hui, c'est plus compliqué, tu vois, de s'y retrouver. Là où avant, à une époque, c'était finalement assez simple, tu avais ce label, cette labellisation bio qui était forte et qui permettait aux gens de, tu vois, voilà, voilà. Maintenant, tu es un consommateur lambda peu éduqué ou peu au courant de ces sujets-là, bah tu peux, voilà, tu peux être un peu confus parce que il y a plein de labels. Il y a plein de labels. Donc ça joue aussi, tu vois, dans une certaine confusion. Tu dis donc 2 points. Attends, je reviens dessus pour bien que ce soit clair. Il y a une question du pouvoir d'achat. C'était le premier argument que tu as évoqué. Le second, c'est une confusion finalement de l'offre. Avec beaucoup de labels. Beaucoup de labels, donc un manque de lisibilité dans les rayons, hein, c'est voilà, pour les consommateurs. Exactement. Et le troisième point sur lequel je voulais également insister, c'était le fait que déjà, il y a une multiplication du nombre d'acteurs aussi, hein, faut pas oublier ça. Et aussi le fait que malgré tout, avec cette pandémie, tu as quand même un certain nombre de nouveautés en termes de consommation qui sont apparues ou qui sont renforcées. Je parle du local. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à aller acheter dans les AMAP, à acheter près de chez eux, voilà. Ce qui est bien en soi, hein, si tu veux, mais simplement là où peut-être à une époque la consommation bio, le fait d'aller dans une enseigne de distribution spécialisée, c'était un peu le Graal de quand tu voulais consommer responsable et autrement, peut-être qu'aujourd'hui ça s'est aussi un petit peu diversifié et que si tu veux la somme de tous ces facteurs explique le tassement de cette croissance-là. Encore une fois, je le dis sans aucune certitude, c'est mon analyse de la chose. J'ai pas de data aujourd'hui qui me permettent de confirmer ça de manière certaine. Malgré tout, tu es sur un point d'observation intéressant. Tu adresses ce marché-là. Ce que je retiens dans ce troisième argument, c'est que finalement, consommer local donne un sentiment d'être éco-responsable, puisque la laitue que tu vas acheter, elle aura été produite dans la plaine de Montesson qui se trouve à 10 bornes de Paris. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est bio. Ça veut pas dire qu'elle est bio. Attention, je critique pas non plus le consommer local, parce que derrière le consommer local n'est pas égal bio. Non, pas égal. Voilà. Mais après, dans le local, tu peux avoir la notion de circuit court qui est très intéressante, qui peut avoir un impact environnemental très fort. Donc le local, c'est pas mal hein, de consommer local. Mais tu n'opposes pas, j'ai bien compris, mais c'est une réalité qui est pas inintéressante à rappeler. Je peux pas m'empêcher de te poser la question sur les sujets de pouvoir d'achat. Revenir sur le premier. Aujourd'hui, on voit bien que on enregistre là, on est le 25 mars 2022. Le litre d'essence, il est à 2,40. Clairement, ça pose des questions pour une immense majorité de Français aujourd'hui de circuler. On peut se raconter ce qu'on veut, mais la majorité des Français, ils remplissent le réservoir d'essence de sa voiture quand il peut, quand il en a besoin, et souvent pour aller travailler. Ça vient gréver quand même du pouvoir d'achat, auquel on peut rajouter les sujets plus larges d'énergie, sur le chauffage. Voilà, je lisais un article hier au UK, il y en a qui refusent dans la banque alimentaire de prendre des pommes de terre parce que à cuire, ça consomme trop d'énergie. Enfin, il y a des questions qui sont quand même qui nous semblent surréalistes aujourd'hui, qui sont posées dans les économies ultra développées dans lesquelles on vit. Est-ce que ça, c'est source d'inquiétude ? J'imagine oui. Est-ce que ça va avoir un impact fort selon toi ? Est-ce que ça l'a déjà ? Oui, ça l'a déjà. Enfin, tu vois bien la consommation. Enfin, je veux dire, en ce moment, on voit bien qu'on est quand même dans une crise du pouvoir d'achat. Après, nous, on en tire 2 conclusions. La première, c'est que notre rôle, notre devoir entre guillemets de distributeur, c'est de répondre à ces problématiques de pouvoir d'achat. Donc, pour faire ça, on a lancé un certain nombre d'initiatives économiques pour aider nos clients. Donc, on a lancé une catégorie de prix engagés sur lesquels on est vraiment presque avec 0 marge, hein, si tu veux, et on rogne sur nos marges. Hein. C'est pas parce qu'on a mis la pression sur nos fournisseurs, tu nous connais, c'est pas la manière dont on envisage nos relations avec nos fournisseurs. Donc, on a fait cette offre de prix engagés.
on est extrêmement agressif sur les promotions. Enfin, là, le mois de février, c'était le mois du pouvoir d'achat chez nous, tu vois, qui s'appelait carrément comme ça, avec une succession d'opérations pour essayer de rendre la nourriture bio plus accessible. Tu sais que c'est notre combat depuis 14 ans, de rendre la consommation bio et responsable plus accessible, mais là, ça a pris une tournure particulièrement forte. Donc nous, on a fait les efforts économiques, si tu veux, pour accompagner nos clients dans ce moment. Ça, c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est du court terme, c'est une réponse court terme, court moyen terme. J'espère que ce sera plutôt court que moyen, que les choses reviendront à la normale. Et après, ça nous questionne quand même, et c'est un sujet que j'ai envie d'aborder, et je te l'ai dit en amont, et on en reparlera plus tard, ça nous questionne quand même sur la manière dont nos modèles économiques vont évoluer dans le futur, parce qu'à un moment donné, la crise climatique va s'amplifier, parce qu'à un moment donné, cette problématique du coût de l'énergie sera sûrement encore plus forte qu'elle l'est aujourd'hui, et qu'est-ce que deviennent nos modèles économiques quand il n'y a plus d'énergie fossile, ou quand l'énergie fossile est tellement chère que c'est plus accessible. Enfin, tu vois, ça pose plein de questions. Donc ça a engendré chez nous aussi beaucoup de réflexions sur la manière dont on doit faire évoluer nos modèles économiques dans les prochaines années. On va y venir parce que c'est passionnant. Avant d'y venir, juste avant qu'on y vienne, je mets pas entre parenthèses cette question-là pour la fin de notre conversation. J'ai envie qu'on l'aborde assez rapidement parce qu'elle est clé, avant que tu rentres plus dans le détail. Mais aujourd'hui, le consommateur, ce qu'il attend pour finir sur le marché, c'est quoi ? C'est une question de prix ou est-ce que c'est aussi autre chose ? Bah enfin, ça dépend par rapport à quoi. Enfin, si tu me parles de pouvoir d'achat, oui, donc, enfin, c'est autre chose. Nous, le consommateur qui vient chez nous, il attend quoi ? Il attend d'abord de la qualité. Donc, il vient chez nous parce qu'il sait qu'on vend de l'alimentation bio, de circuits de distribution spécialisés, donc avec un niveau de qualité très important. Il sait qu'on vend des produits responsables, ou il connaît notre ADN, il connaît nos valeurs, il connaît la manière dont on sélectionne les produits. Donc, évidemment, quand il vient chez nous, il attend ça. Mais il attend aussi, à cause des problématiques de pouvoir d'achat, qu'on soit capable de faire ça et de lui vendre ça au prix le plus abordable possible pour lui. Et puis ensuite, après, il y a plein d'autres choses qui sont liées au e-commerce ou au commerce traditionnel. Il attend qu'on s'occupe bien de lui, qu'on le fidélise. Enfin, toutes les attentes classiques d'un client. Il attend que le service soit délivré de manière impeccable. Voilà, il a des attentes de clients normaux. Mais par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir sur le climat spécifique à l'heure actuelle, évidemment, il attend en ce moment beaucoup le fait d'avoir des produits à un prix abordable. Bien sûr. Est-ce que je sais plus si je le disais en introduction, si c'était avant que l'enregistrement commence, qu'on en discutait. Aujourd'hui, chez Greenwiz, il y a plusieurs produits, il n'y a plus que la catégorie, grâce à la marketplace. Je ne sais pas si un matelas, c'est un bon exemple, mais est-ce qu'un matelas, ça peut être bio ? En fait, comment le consommateur perçoit la notion de bio sur d'autres catégories de produits que l'alimentaire qui... en fait, à l'origine quand même de ce qu'est le bio, comment on arrive à transposer, et comment le consommateur surtout perçoit la possibilité d'appliquer finalement un label bio sur d'autres produits que de l'alimentaire. Non, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, comment ça fonctionne ? Si tu veux, le bio, tu l'as dit, n'est pas extensible à des catégories dans lesquelles le mot bio n'a aucun sens. Donc, il faut pas le faire. Le bio, historiquement, c'est la production. Donc, si tu veux, c'est l'alimentaire. Ça peut être le coton aussi, par exemple. Tu peux produire du coton bio. Donc, tu vois, selon les catégories de produits, il y a des catégories de produits dans lesquelles la certification bio existe. Quand elle existe, on l'applique, on l'invente pas. D'ailleurs, je te fais remarquer au passage que c'est quelque chose qui est extrêmement réglementé. Hein. Tu peux pas t'amuser à dire je vous vends un crayon bio. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Et on te laisse pas le faire en plus, heureusement. Donc nous, on utilise le label bio là où il existe. Et après, pour le matelas, il peut être en coton bio, par exemple. Ça, c'est possible que le revêtement soit en coton bio. Ça peut exister. Après, pour les autres catégories, si tu veux, tout est une histoire soit de labellisation, parce qu'il y a quand même des labels qui existent dans d'autres catégories, soit d'analyse faite sur le cycle de vie des produits, la façon dont ils sont produits, d'où viennent les matériaux, est-ce qu'il y a des produits chimiques qui sont utilisés. Enfin, tu vois, tu peux faire un certain nombre d'analyses pour dire qu'un produit est une alternative plus responsable ou plus durable que ce même produit classique ou conventionnel. Voilà. Donc nous, ce qu'on a fait au moment de faire passer l'offre d'une offre purement retail, qu'on maîtrisait complètement, à une offre de place de marché, c'est qu'on a défini par catégorie un cahier des charges extrêmement précis de ce qui nous semblait être une alternative plus responsable pour des produits de cette catégorie-là. Et donc on applique cette grille à notre sélection de produits.
Ok, parle-nous justement de l'évolution avec laquelle vous adressez votre marché. Là, c'est une bonne transition pour parler de la marketplace et puis après revenir sur les questions de modèle économique. Finalement, la marketplace est une évolution du modèle économique original puisque tu t'ouvres à d'autres vendeurs, tu leur permets d'utiliser la puissance de ta marque et finalement le volume de clients qui se rendent sur ton site. L'enjeu pour toi, j'imagine, est de faire des passerelles entre les consommations traditionnelles des clients, c'est-à-dire du sec et du frais sur des produits alimentaires, vers d'autres catégories. Ça, je crois savoir que c'est aussi un enjeu. Bon, raconte-nous un peu comment vous en êtes arrivé à faire aboutir cette réflexion de s'ouvrir à une marketplace. Alors écoute, tout a commencé bizarrement presque au moment de la pandémie. Au moment de la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que, comme un certain nombre de confrères distributeurs, on a évidemment été pris d'assaut au moment des annonces de confinement, puisque les gens, il y a une espèce de panique qui s'est créée parmi le public. Donc, nos ventes ont explosé. Et c'est pour ça que je te dis bizarrement, parce que quelque part, si tu veux, on pourrait conclure de ça, très bien, notre modèle est parfait, continuons à vendre ça, puisque nos ventes explosent, c'est génial. Mais en fait, rapidement, quand la pandémie, les confinements ont commencé à durer, on s'est dit deux choses. D'abord, on s'est dit, finalement, on est perçu par nos clients, on s'en rendait compte pendant la pandémie, comme un peu un gage de qualité, comme un peu une espèce de référence dans laquelle ils pouvaient avoir confiance au moment de venir chez nous pour acheter des produits. Excuse-moi. Et donc, on avait aussi des clients qui, à ce moment-là, pendant la pandémie, nous disaient c'est dommage que vous ne vendiez pas aussi d'autres catégories de produits, parce que pour moi, c'est simple, je viens chez vous, j'ai confiance, et donc j'aimerais bien acheter d'autres catégories de produits. Donc, on a commencé à entendre ce genre de discours. Vendez d'autres catégories de produits. Genre, vous deviez être un one-stop shop, quoi. Exactement. Et ce qui, d'ailleurs, c'est ça qui est assez comique, ce qu'on était au tout début de GreenWiz, en fait. Parce que finalement, quand on a lancé GreenWiz, on ne faisait pas d'alimentaire, mais on faisait tout le reste. Et après, on est devenu quasiment complètement alimentaire. Et maintenant, on est revenu, si tu veux, à un truc global avec l'alimentaire et le non-alimentaire. Donc, premier point, ça. Deuxième point, on a quand même commencé à sentir les prémices du fait qu'il y allait avoir un problème de pouvoir d'achat, que la croissance du marché bio allait commencer à ralentir. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve des relais. Et donc, le fait d'ouvrir d'autres catégories, c'était un relais évident de croissance. Le troisième point, c'est que cette pandémie, elle nous a beaucoup questionné sur notre raison d'être, ce qu'on était, ce qu'on voulait faire demain. Qu'est-ce que c'est GreenWiz en 2030 c'est quoi notre rôle ? C'est quoi notre rôle dans la société ? Si tu veux, des questions qui peuvent paraître un peu naïves comme ça ou un peu sibyllines, mais voilà, ça nous a questionné sur tous ces sujets-là. C'est pour ça qu'après, d'ailleurs, on est devenu entreprise à mission. Et donc, quand on a réfléchi à ça, on s'est dit, finalement, notre rôle, c'est non seulement de promouvoir l'alimentation bio et d'essayer de la rendre accessible au plus grand nombre, mais plus largement, élargissons le spectre. On doit aujourd'hui être capable de faire la promotion de la consommation responsable au sens large, qui inclut cette consommation bio, évidemment, mais qui inclut aussi une manière de consommer différente sur toutes les autres catégories. Une fois qu'on s'était dit ça, on s'est dit, donc, il faut qu'on ouvre, conclusion de tout ça, il faut qu'on ouvre des nouvelles catégories. Quelle est la meilleure méthode aujourd'hui pour un e-commerçant comme nous d'élargir de façon très forte ? Attends, avant que tu nous dises comment tu as fait, pour en arriver à la définition finalement de vos valeurs en quelque sorte, est-ce que c'est de ça dont il s'agit ? La vision en fait, on parle de plateforme de marque derrière. On parle de raison d'être. De raison d'être. Vous vous êtes fait accompagner. Ça a été quelque chose qui a été fait en interne tout seul. Comment on arrive à finalement établir cette raison d'être qui est hyper structurante, parce que c'est quand même la base de la suite de l'histoire. Alors, d'abord, on a été aidé, évidemment. On s'est appuyé d'une part sur la communauté des entreprises à mission, qui regroupe toutes les entreprises à mission et qui est dirigée de main de maître par un certain nombre de personnes et qui donne beaucoup d'infos, qui aide beaucoup les entreprises qui sont sur ce chemin. Ensuite, on s'est fait accompagner par un cabinet spécialisé qui est situé près de chez nous, qui s'appelle Mountain Path, qui est dirigé par un ancien patron du PGHM, des PGHM de France, le PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, les sauveteurs en montagne, et qui aujourd'hui et qui mélange donc c'est ce type de profil avec des gens très business et qui donc réussit à faire des parallèles entre la montagne et l'entreprise. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça, mais non, du coup, je vois bien le parallèle. Et du coup, ceux qui sont très forts dans la manière de
d'organiser des réflexions en interne, etc. Donc eux, ils nous ont accompagnés pour le process, et après, ça a été un process à la fois itératif et collaboratif, donc qui a impliqué toute la boîte, avec des groupes de parole, les gens, on les a fait s'exprimer, on a écouté ce qu'ils pensaient, de qui on était, qu'est-ce qu'on devait être demain, et tout ça, ça a mûri pendant pratiquement 1 an, avec des étapes différentes, et à la fin de tout ce process, on a défini notre raison d'être. Voilà. Donc, c'est intéressant que tu l'expliques, parce que ce que j'aime bien, c'est être concret, et c'est un vrai travail, en fait. Tu l'as dit, travail, ouais. C'est collaboratif, itératif, et ça dure sur 1 an. Et il y a probablement une personne en interne qui était plus responsable qu'une autre pour organiser tout ça. En fait, il y avait donc le cabinet que j'ai cité qui travaillait, et puis ensuite nous on avait un groupe en interne qui gérait ça également, en collaboration avec eux. Ce qui est intéressant dans le fait que le process soit itératif et collaboratif, c'est que t'emmènes tout le monde. Et c'est bien ça le principe de la raison d'être, c'est de trouver un cap, une espèce de colonne vertébrale, si tu veux, autour de laquelle l'activité de l'entreprise peut s'organiser. Et il faut que cette colonne vertébrale, elle soit partagée par tout le monde. Et dans le cadre, tu vois, dans le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, d'incertitude, de probables mutations à venir de nos modèles économiques, etc., avoir cette colonne vertébrale fixée et partagée par tous, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, tu vois, c'est une vraie force pour l'entreprise. Ouais, c'est un vrai asset pour l'entreprise. Exactement. Donc, une fois que cette raison d'être, je t'ai coupé, est définie, tu viens de nous expliquer comment elle est née, vous changez, vous évoluez, et donc la marketplace arrive. Oui, alors tu vois, tout ça, ça se produit un peu en même temps. Hein. Donc il y a cette réflexion sur la raison d'être qu'on lance, et en même temps, sur la partie plus pratique, plus business, on se dit on veut lancer une marketplace, c'est le modèle qu'il nous faut, puisque ça nous permet sans contrainte logistique finalement d'aller agrandir notre offre facilement. Et on regarde et on choisit de manière complètement logique de travailler avec Mirakl, qui est le méga leader mondial de ces technologies. Qui en plus est français, donc tu vois, nous ça nous allait bien, et ça se passe vraiment super bien, puisque écoute, entre le moment où on signe avec eux et le moment où on déploie, il doit s'écouler à peine 4 mois, ou peut-être 4-5 mois, ce qui est extrêmement rapide, et on lance ça vers le mois d'avril 2021. Voilà. Mais alors, une fois que tu as la technologie qui te permet de répondre aux enjeux d'une marketplace, derrière il y a plein de questions qui se posent sur le paiement, voilà. Il faut brancher des vendeurs. Oui. Et il faut donc les recruter. Comment on fait ? C'est simple, hein. Il y a plusieurs façons. Donc, la première méthode, c'est que tu écoutes consciencieusement et attentivement les conseils de Mirakl, qui évidemment a une expérience très importante sur le sujet. Ils l'ont fait pour des dizaines, voire des centaines de places de marché dans le monde entier, dans tous les secteurs d'activité. Donc, ils t'aident sur la manière dont tu dois structurer ta démarche. Après, tu prends des gens qu'on appelle des business développeurs, dont le métier, c'est de trouver des vendeurs, de les contacter et de leur proposer de venir vendre leurs produits sur notre place de marché. Donc c'est comme ça, hein, c'est du démarchage. Après, nous, on a été aidés parce que, si tu veux, Mirakl, après je vais arrêter de faire leur pub, mais ils ont également des outils, tu vois, notamment un outil qui s'appelle Mirakl Connect, qui regroupe énormément de vendeurs qui sont enregistrés chez eux. Donc tu peux aller piocher déjà des vendeurs dont les produits correspondent à ton ADN ou au type de produit que tu veux vendre. Donc ça t'aide aussi, si tu veux, à enclencher le mouvement. Ok, très bien. Et ça répond aussi à un cahier des charges, c'est-à-dire qu'en interne, vous avez décidé des catégories pour lesquelles vous aviez besoin de vendeurs, de la typologie des vendeurs, et après, il y a ce travail de démarchage pour les recruter. Et puis, il y a aussi une question de séquencement des catégories que tu ouvres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus dans ce domaine-là. Donc, tu vois, il faut se mettre à la place du client. On avait des clients qui nous connaissaient depuis des années, qui étaient habitués à ce que quand ils venaient sur Greenwiz, c'était un site sur lequel Greenwiz leur vendait en direct une certaine typologie de produits. Si tu passes de ça directement à Greenwiz, c'est plus seulement Greenwiz qui leur vend, et en plus c'est des produits qu'ils n'ont jamais trouvés, c'est compliqué, si tu veux, c'est double marche à franchir pour le client. Donc en général, ce qu'il vaut mieux faire, c'est commencer par vendre des produits de tes catégories principales, de tes catégories historiques, par faire vendre des produits de tes catégories historiques par des vendeurs, donc introduire le fait que tu es dans un modèle hybride dans lequel toi tu vends, il y a aussi des vendeurs qui vendent. Ouais. Et une fois que ça c'est installé, commencer à ouvrir des catégories après connexes. Là, ça fait combien de mois qu'il y a de retour d'expérience? Ça s'étale sur combien de temps? Je t'ai dit, on a lancé en avril 2021. Donc tu vois, on est pratiquement presque un an. Après, les 2-3 premiers mois, c'est vraiment le démarrage. Donc on considère que l'activité elle a vraiment démarré à partir du mois de juin. Quel constat, quel résultat vous faites aujourd'hui? C'est super, quoi. Enfin, d'abord, ça marche très bien. Ça, tu vois, ça a pris une quote-part de notre business assez nettement plus importante que ce qu'on avait imaginé au bout d'un an.
Ce que le business model, pour rappeler, c'est que finalement GreenWiz prend un pourcentage des ventes qui sont réalisées par les vendeurs tiers. Et ça vient s'additionner au chiffre d'affaires traditionnel que GreenWiz réalisait. Exactement. Et donc cette quote-part, elle est déjà beaucoup plus importante que ce qu'on pensait. Et puis l'offre, on a réussi à la faire grandir très vite. Tu vois, on est passé quand même, on a rajouté en un peu moins d'un an, on a rajouté 120 000 références. On a des objectifs à fin 2022 d'être à 250 000 références, tu vois. Et honnêtement, le champ des possibles est très important. Et alors, petit point qui est aussi crucial pour moi, c'est cette logique de place de marché, cette idée de place de marché, de la consommation responsable, c'est pas juste une idée qui consiste à dire on va faire vendre des produits par des vendeurs. C'est aussi une idée qui consiste à dire on veut embrasser totalement la consommation responsable, sans se fixer de limites. Je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes ce que je veux dire. Demain, il se pourrait qu'on commence à commercialiser des services, si on considère qu'ils rentrent dans une logique de consommation éco-responsable, enfin responsable. Demain, il se pourrait même avec une très forte probabilité qu'on commence à louer des produits sur le site, des produits non alimentaires, plutôt que de les vendre. Parce que... Là, quand tu me dis ça, je pense à des meubles, par exemple. Oui, des produits électroménagers. Ou des jouets. Des jouets. Tu vois, et combien de fois tu achètes des jouets pour tes enfants, et puis en fait, au bout de 6 mois, parce que tu les as achetés, ils avaient 1 an, quand ils ont 2 ans, ils ne jouent plus du tout avec. Finalement, pourquoi les acheter ? Pourquoi Donc là, on est dans des notions d'économie circulaire. Voilà. Il est probable, voire extrêmement probable, qu'on s'intéresse aussi à la seconde main. On a commencé à le faire d'ailleurs. On a commencé à vendre un peu d'IT reconditionné, mais on va aller vers d'autres univers dans lesquels la seconde main est pertinente. Et parce que aussi ça fait partie de la consommation responsable. Il est probable aussi qu'on utilise la place de marché pour développer des circuits courts et mettre en relation directement nos clients avec des producteurs qui se trouvent à côté de chez eux. Donc tu vois, ce que je veux juste te dire, c'est que derrière cette idée de place de marché, c'est pas simplement du business, c'est pas simplement une manière de faire plus de business, c'est aussi une manière de faire de la consommation responsable de façon plus large, plus variée, et de répondre à cette demande et à cet impératif quelque part du fait qu'il faut que collectivement nous nous mettions à consommer de façon plus responsable. Comment on fait venir les consommateurs habituels de GreenWiz, ceux qui sont des fidèles au site, à la marque, qui habituellement achètent de l'alimentaire? Comment on les fait bouger petit à petit vers d'autres catégories? Est-ce que c'est un vrai challenge pour GreenWiz? Alors, c'est la beauté du modèle. Enfin, en tout cas, c'est celle qu'on constate depuis le début. Il y a 2 aspects, ça marche dans les 2 sens d'ailleurs. C'est marrant, c'est que d'une part, on arrive à faire en sorte que nos clients historiques achètent sur la place de marché. Finalement, pas si difficilement. Donc, il y a une large partie des clients historiques de GreenWiz, quand ils viennent racheter aujourd'hui, qui mettent des produits de la place de marché dans leur panier. Et encore mieux, les gens qu'on va chercher sur les thématiques de la place de marché, donc c'est-à-dire sur des catégories qu'on ne faisait pas avant. Donc là, tu parles des sujets d'acquisition. D'acquisition, exactement. Donc on va acquérir des gens sur des thématiques, sur des produits qu'on ne vendait pas auparavant. Donc finalement, des typologies de clients, des nouvelles typologies de clients, qui sont des gens qui ne venaient pas du tout. Et bien figure-toi que ces gens, quand ils rachètent, 60% du temps, ils achètent des produits de notre offre historique. Okay. Donc ça veut dire que finalement, tu vois, c'est aussi une façon, et je trouve que c'est finalement une façon d'aller chercher des nouveaux clients, des gens qui ne seraient pas venus, ou qui ne venaient pas, en tout cas, avant, sur notre offre historique, de les faire rentrer chez nous dans notre univers de consommation responsable par un produit, et ensuite, qui constatent que, voilà, on est aussi un supermarché bio en ligne, qu'on a plein de produits, et qui se mettent aussi à acheter ces produits-là. Donc pour nous, c'est super, parce que tu vois, on a toujours eu ce problème de typologie de clients. Si tu veux, notre typologie de clients, elle a toujours été très marquée. Enfin, tu vois, c'est une typologie classique, on va dire, mais c'était un peu la femme de... Enfin, je caricature un peu, parce que c'est plus varié que ça, mais si je devais caricaturer... C'est un des personnages principaux, on va dire. Ouais, femme, 30, 40 ans, avec un enfant, tu vois. C'était ça notre... Et vraiment, plutôt urbain ou plutôt... non, ça par contre, géographiquement, assez homogène, puisque nous, si tu veux, on a à la fois des urbains, évidemment, parce que c'est des populations parfois qui sont plus sensibles à ces thématiques, mais on a aussi... beaucoup de gens ailleurs que dans les grandes villes ou à des endroits où il n'y a pas forcément de magasins bio juste à côté de chez eux. D'ailleurs, ça me fait penser à la question que je voulais te poser, qui est celle de la livraison. Comment on fait pour livrer du frais sur tout le territoire?
en France, en Italie, en Espagne ou en Belgique. Mais enfin, disons que la France étant le plus grand des pays, il y a des enjeux de trajet qui sont importants. Vous avez un seul entrepôt. Comment on fait concrètement ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on a un seul entrepôt de frais qui est à Rungis, qui gère les frais et les fruits et légumes. On fait les deux. On utilise un prestataire. De toute façon, c'est pas sorcier. En France, il n'y en a pas 50 des prestataires qui sont capables de faire ça. Il y en a qu'un qui s'appelle Chronofresh. Donc, c'est eux qu'on utilise. Et on livre en national. Il n'y a pas de problème logistique à le faire. Logistique, non, il y a une complexité logistique, c'est que tu es obligé de trouver le logisticien qui sait faire le frais. Ouais. Et après, ça, c'est un entrepôt qu'on gère en propre. C'est votre entrepôt et vous avez le transporteur qui sait faire le frais. Vous avez les mêmes types de prestats dans les autres pays ? Non, on n'a pas, pas encore. On est dimensionné dans un certain nombre de pays, notamment en Belgique et en Espagne maintenant, mais on n'a pas encore lancé. D'accord. Donc le frais, c'est vraiment français. Aujourd'hui, oui. D'accord. Et ça a vocation à devenir plus international ? Oui, alors après, on essaye toujours de pas imposer mécaniquement ce qu'on fait en France aux autres pays, parce qu'il y a parfois des différences culturelles dans les pays ou des différences de marché qui font que c'est pas pertinent. Et voilà, nous, à une époque, je te l'avais raconté, je crois, la première fois, mais quand en 2013, on avait commencé à vouloir aller par nos propres moyens à l'étranger, c'est typiquement le genre d'erreur qu'on avait fait à s'imaginer que ce qui marchait en France marchait à l'étranger. Et en fait, c'était pas du tout ça. Donc aujourd'hui, on écoute beaucoup les équipes des pays. C'est pour ça qu'on se précipite pas sur le frais, notamment parce qu'il y a des problématiques différentes selon les géographies. La marketplace, elle est ouverte sur tous les pays ou elle est franco-française ? Alors la marketplace, il y a vraiment l'ambition de devenir la place de marché référente en Europe de la consommation responsable. Donc ça, c'est vraiment une vocation, elle a vocation à s'étendre dans toute l'Europe. Elle est lancée en France, comme je t'ai dit, depuis avril. Elle va être lancée là, ces jours-ci en Espagne. Enfin, ces jours-ci, ces semaines, c'est avant la fin du premier semestre, on va dire. Et derrière, ça sera l'Italie, ouais. Donc oui, elle a vocation à s'étendre. Parce qu'en plus, une autre beauté du modèle, c'est que la manière dont on a structuré l'offre avec Miracle nous permettra d'échanger ou de faire des transferts de marchands d'un pays à l'autre. Alors, on le fera pas de manière trop forte, parce qu'évidemment, il y a des contraintes derrière de transport, etc., qui ne sont pas forcément compatibles avec notre impact environnemental et qu'on fait très attention à ça. Mais, tu vois, on ne s'interdit pas de penser sur des opérations ponctuelles, tu vois, pouvoir faire, je te dis n'importe quoi, mais la semaine de l'Espagne sur notre place de marché où on ramène les 3-4 meilleurs vendeurs de Ramon Ibérico bio, tu vois, de la place de marché espagnole, par exemple. Tu vois, je dis n'importe quoi. Voilà. Ok, je comprends bien la démarche. Tu parlais justement de transport, tu parlais d'impact, d'entreprise à mission. Bon, bref, tu questionnais les modèles économiques. Effectivement, ils sont tous interrogés, que ce soit dans ton business et dans tous les autres. Comment tu nourris ta réflexion ? Où est-ce qu'elle en est ? Comment tu la partages ? Et peut-être que tu as plus de questions que de réponses, mais c'est quoi l'état de tes réflexions, justement ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'entreprise à mission, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, tu sais que le principe de l'entreprise à mission, c'est que tu définis cette raison d'être, qu'ensuite, cette raison d'être, tu la déclines avec des objectifs associés à cette raison d'être, que ces objectifs ils sont statutaires, donc ils sont inscrits dans tes statuts, et qu'ensuite, tu formes un comité de mission externe, avec des parties prenantes, donc des fournisseurs, des assos, enfin des gens qui sont autour de toi, des concurrents même, que tu peux mettre, et qui sont chargés de vérifier que tu es bien engagé dans les bonnes directions sur tes différents objectifs de mission. Et ensuite, tu es contrôlé par un organisme tiers indépendant tous les 2 ans. Entreprise à mission, c'est pas la même chose que Bicorp. Non, c'est autre chose. C'est pas incompatible, hein, tu peux être les deux, mais voilà. Bicorp, nous, si tu veux, on a fait la démarche pour la France, en fait, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on avait fini, on était prêt à être certifié. Et après, ils nous ont expliqué en fait que par rapport à leur organisation, comme les autres pays dépendaient de la France, avant d'être certifié pour la France, il fallait qu'on fasse d'abord certifier les différentes géographies. Et vu le temps qu'on avait passé pour la France, on a arrêté, on s'est concentré sur l'entreprise à mission. Okay. Mais je trouve Bicorp super, et les entreprises qui sont Bicorp, c'est une très belle démarche. Et enfin, tu vois, j'ai absolument rien à dire sur Bicorp, au contraire. C'est juste que nous, personnellement, ça a été très compliqué, très chronophage, et voilà. Donc, entreprise à mission. Donc, si tu veux, l'avantage d'entreprise à mission, c'est que ça nous a permis de définir cette raison d'être, ça nous a permis de structurer en fait notre démarche d'impact. Donc, si tu veux, avant nous.
depuis 2008, on fait plein de choses. On travaille avec des ONG depuis longtemps. On a essayé de faire plein de choses par rapport à notre impact. Mais c'était un peu tout feu, tout flamme. Tu vois, elle partait un peu dans toutes les directions. Là, l'avantage de ces objectifs, ça nous a permis de structurer l'approche. Donc, on a vraiment structuré l'approche. Ça, c'était la première marche, on va dire. La deuxième marche, c'est la claque climatique. Donc, c'est le fait de se dire, oui, bien sûr, on est conscient de ces problématiques depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a monté Greenwiz. Mais quand même, les choses s'accélèrent, se détériorent de plus en plus vite. Et finalement, est-ce que notre réponse est à la hauteur des enjeux aujourd'hui ? Et on a conclu que non. Et on a d'autant plus conclu que non qu'on a été aidé par un dispositif, une initiative absolument géniale qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, qui réunit donc 150 entreprises de tous horizons, donc de toute taille, de tout secteur d'activité, et qui se réunissent depuis maintenant bientôt 1 an, périodiquement, sur des sessions de 3 jours. Tout ça est l'idée par une personne qui s'appelle Éric Duverger, qui est quelqu'un qui a fait une carrière chez Michelin et qui a tout arrêté pour se lancer là-dedans. Donc tu vois vraiment une démarche de bénévoles qui se sont lancés là-dedans. C'est absolument passionnant. On a tous pris collectivement une grande claque parce que si tu veux, la première session, c'était les dirigeants du GIEC qui sont venus nous présenter les rapports. Enfin, tu vois, tout un tas de conférences comme ça. Et là, tu prends peur, même si tu étais au courant. Tu vois. Et pourtant, je faisais partie des gens qui étaient au courant. Mais j'ai vu des gens pleurer. Enfin, tu vois, donc c'était vraiment un truc assez violent. Et puis maintenant, on est engagé dans une démarche collective pour réfléchir à comment est-ce que on fait passer nos modèles, on fait évoluer nos modèles économiques. Et si tu veux, il y a une définition avec un certain nombre de stades de modèles économiques, d'entreprises, tu vois, responsables, entreprises contributives, et finalement entreprises régénératives. D'accord. Donc ça, c'est les 3 strates. Ouais, il y en a 4. Alors, je me souviens plus du nom du premier, mais bon, bref, c'est le premier, c'est le truc de base, en gros. Et après, donc nous, on se situait grosso modo au stade de l'entreprise contributive, c'est-à-dire qui est déjà très consciente de la RSE, qui fait déjà beaucoup attention à son impact, qui prend un certain nombre d'initiatives par rapport à ça. Mais voilà, on a maintenant l'ambition de passer à un modèle régénératif, ce qui est à la fois passionnant, extrêmement ambitieux parce que c'est difficile. Tu peux nous la définir cette étape-là parce que contributif, on comprend. Régénératif, c'est impact positif, quoi, si tu veux. C'est impact positif sur l'environnement, c'est impact positif sur les écosystèmes dans lesquels tu évolues, etc. Donc tu allais capter du CO2, quoi. Ouais, alors c'est pas dans notre cas, c'est pas ça, mais voilà. C'est l'idée, c'est non seulement t'en aimais plus, mais tu vas aller. Voilà, donc c'est comment tu transformes ton modèle économique pour faire en sorte qu'il devienne régénératif. Mais c'est une vraie remise en question, si tu veux. C'est pas juste de se dire je vais utiliser des véhicules électriques pour mes livraisons. Enfin, ça peut. Ouais, mais ça veut dire quoi les questions qui se posent sans que tu aies les réponses peut-être aujourd'hui. Mais c'est quoi le type de question qui est appliqué à Greenwiz se pose? La manière dont le type de question, c'est aujourd'hui quels sont tous mes liens, si tu veux, avec mon environnement et tous les impacts négatifs, directs ou indirects, que j'ai dans le cadre de mon activité avec mon environnement. Donc tu vois, c'est ça les questions qu'il faut se poser. C'est aussi Qu'est-ce que serait mon entreprise dans un monde, je te dis, effondré, sans pétrole, etc. Donc, tu vois, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et comment on se voit à horizon 2030, si tu veux, comment on se voit, avec quel type de relation avec nos parties prenantes et notre écosystème. C'est-à-dire à la fois les fournisseurs et les clients. Ouais, les fournisseurs, les clients, enfin tous les gens avec lesquels on interagit, quoi. Et comment est-ce qu'on fait évoluer ça? Et avec la conviction profonde qu'il faudra tous qu'on fasse évoluer nos modèles vers des modèles régénératifs si on veut s'en sortir. Donc c'est là-dedans qu'on est engagé. Donc bon, tu vois, c'est une démarche qui est on est encore au début de cette démarche-là. Hein, c'est compliqué. On a fait une réflexion collective d'ailleurs à l'intérieur là de l'entreprise il y a quelques jours sur le sujet. C'était assez marrant de voir ce qui en est sorti. Hein, et tout le monde, j'imagine que non en te posant la question, mais tout le monde ne perçoit pas les réponses possibles à ces questions de la même façon. Est-ce que tu perçois des différences générationnelles au sein de l'entreprise sur la façon dont ces questions sont appréhendées? Non, franchement, tu vois, quand on a fait l'atelier en interne, il y a quand même eu. Bon, d'abord, je te cache pas que chez Greenwiz, il y a quand même pas 50 générations de représentés, il y a quand même énormément de jeunes. Hein, donc, je fais partie des dinosaures, si tu veux. Donc, il y a quand même beaucoup de jeunes, mais il y avait quand même une belle unité dans les thématiques qui ont été abordées sur les réponses. C'est un exercice qui est très dur hein, quand tu demandes à des gens. On les a fait réfléchir pendant 2 heures sur qu'est-ce qu'est Greenwiz dans un monde effondré, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Bon, tu vois, c'est très compliqué. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des thématiques qui sont revenues auxquelles on pense beaucoup, nous aussi, sur l'éducation. C'est-à-dire, tu vois, à quel point est-ce qu'un acteur comme nous doit aussi
avoir un rôle dans l'éducation. Ok, là je suis en train de comprendre ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi pas des services? Donc tu parles d'éducation, donc c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on va pas avoir des notions de formation possibles autour des sujets de la durabilité? Peut-être. Est-ce qu'on ne doit pas aussi, si tu veux, arrêter d'envisager nos relations avec nos fournisseurs de cette façon-là? Est-ce qu'on ne doit pas se rapprocher de nos fournisseurs? Est-ce que finalement notre avenir, c'est pas des espèces de pôles dans lesquels on serait avec nos fournisseurs, avec les producteurs directement proches de la production, avec de la formation à côté, avec de la distribution. En fait, tu vois, il y a plein de questions qui se posent comme ça sur les modèles à l'avenir. Bon, encore une fois, je vais passer pour un illuminé si on continue trop longtemps sur le sujet, mais voilà, en tout cas, c'est des réflexions qu'on a par rapport à l'avenir et qui sont extrêmement enrichissantes pour toute l'entreprise et qui nous permettent d'avancer. Et après, il y a des sujets très concrets sur lesquels on bosse pour notre impact court ou moyen terme. Tu vois, en ce moment, par exemple, j'ai pris le projet en interne d'essayer de construire une solution de livraison qui soit totalement décarbonée. Construire une solution de livraison qui soit complètement décarbonée. Ça veut dire construire, c'est toi qui set up l'ensemble de la solution, tu t'appuies sur des partenaires. T'es obligé de t'appuyer sur des partenaires, ouais. Obligé de t'appuyer sur des partenaires. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis en train de regarder un peu, parce que tu comprends que ça passerait nécessairement par le train, donc par le fret ferroviaire, puis on veut un truc qui soit, moi je dis complètement décarboné, on pourra toujours me rétorquer que c'est pas totalement décarboné, mais je veux dire en tout cas largement décarboné. Voilà, très largement décarboné. Donc voilà, aujourd'hui je discute avec des gens du fret ferroviaire pour essayer de voir ce qui est possible de construire. Aujourd'hui les infrastructures sont pas faites pour ça. Elles sont faites essentiellement pour transporter des wagons complets de très gros producteurs. Mais c'est un vrai sujet à traiter, presque politiquement, si tu veux, quelque part. Il faudrait que le sujet soit traité. Mais... De la même manière que le transport fluvial doit être traité lui aussi, ouais. C'est ça ? C'est ça, mais sauf que le ferroviaire, si tu veux, il y a des avantages, parce qu'il y a déjà un réseau qui est existant, qui est avec un beau maillage. Il faudrait rajouter des dimensions de triage en fait qui sont pas aujourd'hui présentes, et puis faire en sorte qu'il y ait un service un peu à destination des distributeurs qui soit mis en place. Mais bon, on y travaille, c'est pas un truc en semaine, hein, c'est pas un travail en semaine, mais on perd pas espoir. Voilà. D'accord. Juste, avant qu'on passe là sur les sujets de la relation client, enfin ou de ce que la marque, comment la marque Greenwiz, parce que c'est un distributeur, c'est une marque aussi, et vous avez communiqué autour de ça dans le métro à Paris il n'y a pas très très longtemps encore. Tu viens de parler de l'ensemble des actions qui sont menées. Elles sont finalement menées avec une certaine discrétion. C'est pas un argument commercial et marketing qui est utilisé. C'est quelque part, finalement, les actions que vous mettez en place doivent transparaître et être interprété par vos consommateurs. Est-ce que c'est un peu juste ce que je dis ou c'est encore un peu... Non, c'est juste... Je te raconte juste une anecdote parce que ça fait toujours rire, parce que tu as parlé de la campagne dans le métro. En fait, c'est assez vieux, ça date de la pandémie. Mais ce qui s'est passé, figure-toi, c'est que... C'est vrai ? Ouais, mais attends, c'est assez vieux. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en campagne d'affichage dans le métro la semaine juste avant le confinement. Le premier, tu veux dire ? Le premier. En mars 2020. Oui, sauf qu'après, si tu veux, évidemment, tout le monde a arrêté de mettre des campagnes dans le métro parce que tout était fermé. Et donc, en fait, notre campagne est restée 6 mois. Donc, en fait, nous, on a payé une semaine d'affichage et pendant 6 mois, on a été sur les bus, sur les métros, etc. Génial. Ouais, c'est rigolo. À la fin, c'était presque pas bon parce que nos affiches étaient tellement vieilles qu'elles tombaient en lambeaux, si tu veux. Donc, ça a commencé voilà. En tout cas, bon, voilà, c'est une petite anecdote. Donc, par rapport au sujet de la com sur nos engagements, en fait, il y a deux choses. Bon, d'abord, historiquement, c'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu gêné par ça parce que j'ai pas envie. Je fais pas nos engagements. On les fait pas pour communiquer dessus. On le fait parce que c'est des choses auxquelles on croit vraiment et parce que qui sont vitales pour nous et qui sont complètement intrinsèques et complètement liées à notre ADN. Voilà, qu'on a collé au corps, quoi. C'est vraiment des engagements qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est pour ça qu'on les fait. Donc, après, à un moment donné, j'ai été rattrapé par un principe de réalité qui était le suivant. On était sur un marché dans lequel il y avait un certain nombre de concurrents autour de nous qui finalement faisaient beaucoup moins de choses, mais communiquaient beaucoup plus dessus. Et on s'est dit, c'est quand même injuste quelque part, si tu veux, parce que tu vois, finalement, nous... Et donc, on s'est dit, on va communiquer un petit peu. Donc, maintenant, on choisit
très très. Ça veut dire que les consommateurs sont réceptifs à ce type de communication. Oui, bah forcément. Mais donc nous, si tu veux, on en parlait pas. Mais si tu creusais, tu pouvais savoir ce qu'on faisait. Mais tu vois, on l'utilisait jamais dans. Et donc après, il a fallu prendre des décisions sur quoi est-ce qu'on a vraiment envie de communiquer. Donc on a fait le tri. Hein, donc tu vois, typiquement tout à l'heure, je t'ai beaucoup parlé de raison d'être. On communique pas sur notre raison d'être. Pour moi, c'est vraiment un sujet interne. C'est un truc qui doit tu vois, mobiliser la boîte, mobiliser le staff. Tu vois, qui est un peu encore une fois notre colonne vertébrale. C'est pas un argument de vente. On dit pas, on est entreprise à mission. Enfin, tu vois, donc on dit pas. Non. Bon, voilà. La CEC, c'est pareil. Tu vois, c'est un engagement profond. C'est pas des choses sur lesquelles on a envie de communiquer. Alors je te dis, on communique pas. Oui, j'en parle sur LinkedIn, par exemple. Mais j'en parle sur LinkedIn parce que... c'est un réseau... Oui, puis parce que parce que j'espère aussi un effet d'entraînement sur LinkedIn. Donc c'est une autre logique, si tu veux. C'est pas que j'ai envie de... on est dans un milieu B2B. Je ne vais pas faire des ventes sur LinkedIn. Voilà, par contre, j'ai envie que des pairs voient ça et se disent, tiens, ça peut être intéressant, la Convention des entreprises pour le climat, on va regarder aussi. Ou tiens, tu vois, ça par contre, ça m'intéresse. Donc voilà. Et après, par contre, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a décidé de communiquer, sur des engagements, sur notre travail avec les assos. Enfin, tu vois, bon, on communique sur un certain nombre de choses et surtout on communique sur notre raison d'être. Après, c'est pas sur notre raison d'être, sur notre offre et sur la manière dont on sélectionne notre offre et tu vois la qualité de notre offre. Après, la deuxième question qui se pose sur la com, c'est comment tu communiques sur ces sujets-là. C'est-à-dire, c'est des sujets qui sont graves. Enfin, tu vois, typiquement, c'est des sujets qui sont pas marrants. L'urgence climatique, c'est tout sauf drôle. Comment tu communiques dessus? Donc, nous, on a toujours été historiquement dans une logique de se dire, on veut pas culpabiliser les gens, on veut pas on veut pas diaboliser, on veut essayer d'entraîner les gens avec nous, de proposer des alternatives et faire en sorte que les gens les adoptent, parce qu'on est convaincu que plus on les amène à le faire par eux-mêmes, si tu veux, sans qu'ils aient l'impression qu'on leur impose, plus ça marche. Donc on était là-dedans, et c'est vrai que depuis l'année dernière, on a commencé à faire des campagnes télé un peu plus présentes, un peu plus massives, un peu plus visibles, en travaillant avec Rosa Paris, donc une agence qui nous accompagne sur ces sujets-là. Et eux nous ont également poussé, et ils ont raison, hein, on les en remercie, vers une communication humoristique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on aborde ces sujets de manière humoristique pour essayer de marquer les gens, c'est-à-dire que les gens se souviennent des messages plus que d'une façon grave qui pourrait limite les effrayer et les détourner du message. Donc on a commencé à faire ça l'année dernière avec une première campagne, je sais pas si tu l'avais vu, qui s'appelait Man vs Wild, tu l'as peut-être vu, non? Oui. Voilà, avec un personnage un peu un hurluberlu qui passait son temps à prendre la tête à différents animaux dans la forêt en leur reprochant des comportements pas éco-responsables justement, et en disant que voilà, on préférait agir plutôt que parler, et que c'est ça qu'on voulait faire, et ce qui était un petit clin d'œil aussi par rapport au fait que pendant longtemps on n'avait pas communiqué justement sur nos engagements. Et là cette année on ressort une campagne dont on est hyper fier, qui est toujours dans la même veine humoristique, alors un univers totalement différent. Je vais pas te la spoiler avant, je vais te laisser la découvrir quand elle va sortir. Je pense qu'au moment où ça sera diffusé, elle sera déjà sortie, mais tu verras, c'est un ensemble de films absolument géniaux, de nouveau fait sous la houlette de Rosa, avec un réalisateur argentin qui s'appelle Augusto Jiménez, qui est fantastique, un des meilleurs d'ailleurs réalisateurs de pub du monde, enfin tu vois, qui a vraiment gagné plein de prix, etc. Et c'est très drôle, et ça vient à la fois, tu vois, ça vient continuer cette façon de communiquer un peu humoristique, sans se prendre au sérieux. Comment vous avez mesuré finalement le retour de cette première campagne humoristique décalée? Et vous avez des outils pour pouvoir vous rendre compte de son impact? Alors d'abord, tu sais, tu vois comment marchent les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. Le retour des clients, tu l'as rapidement sur ta campagne. Enfin, tu vois, les gens s'empêchent pas de te dire rapidement ce qu'ils en pensent. Donc, non, mais je te posais la question. Bien sûr, j'ai des éléments de réponse. Mais j'ai envie de t'entendre. Nous, on a eu beaucoup de retours positifs sur tous les réseaux sociaux. On a été très peu attaqué sur Twitter, tu vois, ce qui est un exploit d'être très peu attaqué sur Twitter. Il y a quand même une personne qui a réussi à nous reprocher un truc en nous disant que c'était scandaleux parce que la loutre qu'on mettait dans un lac à la fin, c'était une loutre de mer, il l'avait reconnue, et pas une loutre d'eau douce. Ouais. Et que donc c'était un peu dégueulasse pour les loutres de mer ce qu'on leur faisait, quoi. Donc voilà. C'était presque de l'humour, non? Non, lui c'était pas de l'humour, je crois. Mais voilà, bon, mais c'est le seul qui nous a reproché un truc. Globalement, sinon la campagne a été hyper appréciée. C'est une campagne qui a fait le tour du monde. Hein. On s'est retrouvé à la une des journaux américains, etc. C'était trop marrant avec cette campagne. Donc non, ça a super bien marché.
Nous, après, on suit des indicateurs très matériels. Hein. On suit l'évolution de notre point de notre notoriété assistée. Donc, tu vois, des points de noto, combien de points de noto on gagne. Cette campagne nous a fait gagner de mémoire 35% de noto. Tu vois, donc c'était énorme. C'était un gros step. On a été beaucoup de visibilité avec cette campagne. Et on espère que la campagne qui arrive, ça sera pareil. On la double en plus d'un sponsoring de Top Chef qui commence début avril. Wow. Et puis voilà, là on a pris vraiment un gros dispositif média. Et puis encore une fois, les films, moi je suis complètement amoureux des films. Très cinématographiques, enfin c'est très beau. Ils sont destinés à la fois au support TV et au support web. Oui, il y a les deux. Ouais, il y a vraiment des passages télé et puis également c'est soutenu par de la VOL sur un peu tous les canaux de VOL classiques. Ouais. Pour finir sur la façon dont vous communiquez aux clients, est-ce que c'est ça finalement cette communication décalée qui est l'avenir de votre prise de parole auprès des consommateurs pour porter votre raison d'être de façon indirecte? Oui, en tout cas c'est le choix qu'on a fait d'être dans cette veine humoristique. Encore une fois, tu vois, cette veine humoristique, on l'utilise pour expliquer aux gens qui on est, expliquer aux gens qu'on est une alternative de consommation responsable et expliquer qu'il existe des solutions. Après, tu vois, on fait pas de l'humour sur l'urgence climatique. Enfin, tu vois, c'est autre chose. Donc, cette veine humoristique, on l'utilise. Et nous, de l'autre côté, on continue à bosser en interne et sans forcément communiquer dessus tous les sujets vraiment importants et vraiment structurants, quoi. Écoute Romain, je crois qu'on pourrait encore en discuter des heures carrées. Ça fait... C'est déjà fini là ? Ça fait 1 heure là, ça fait 1 heure quasiment. Okay. Le temps passe vite. Ouais. Mais en même temps, c'est ton 2e passage, tu fais partie des favoris, Romain. Okay. Merci beaucoup en tout cas merci à toi. Pour cette conversation de grande qualité. Merci à Comexposium, l'éditeur de l'événement One-to-One Retail e-commerce à Monaco, pour le support qu'elle apporte aux Digital Doers. Merci surtout à vous tous qui écoutez, qui êtes toujours plus nombreux. Si vous voulez communiquer avec Greenwiz ou Romain via LinkedIn, je pense que c'est le meilleur canal de communication. Ouais, ça marche bien. Sinon, vous pouvez envoyer vos messages que je passerai à Romain. Et merci encore pour votre fidélité, Romain. Écoute, je te souhaite un bon retour dans tes montagnes. Ouais, merci beaucoup. Dans tes Alpes. Merci beaucoup. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.